retour sur ce plateau de l'autre journal numéro 61. Joël, bon, vous continuez avec le débat qui se pose actuellement avec la présidentielle prochaine au Bénin. Vous disiez quelque chose tout à l'heure avant que je ne vous coupe. Oui, non, je parlais je voulais aller dans le même sens au-delà de ce que Ferdinand a dit. Aujourd'hui, on a cité les Béninois qui sont sur des secteurs stratégiques. Mais au-delà, notre sécurité, la sécurité du chef de l'État est dans les mains des Israéliens, à qui on a donné en contrepartie le phosphate. Au-delà de la sécurité, on a confié les télécoms, un secteur stratégique de souveraineté également. On l'a confié aux Malgaches qui, derrière eux, on sait que c'est les Français, c'est le groupe Free, de celui-là qui est proche de Macron. C'est en cela qu'on s'interroge sur les relations incestueuses que le Quai d'Orsay, enfin l'Élysée entretient avec le pouvoir togolais, parce que on a parlé tout dernièrement, même la livraison des patrouilleurs autres là à l'État togolais, pendant qu'on feint de ne pas reconnaître ce régime-là. Et le secteur financier, on le brade entre les Français, et bientôt on annonce l'homme de BTP là, et Boumaf, qui veut prendre des banques légendaires comme BTCI et UTB. Mais donc on veut tout brader, on veut tout mettre dans les mains des étrangers, mais en quoi cela participe? Certainement peut-être l'ambition, c'est on vend tout et puis on se fait la malle. Parce que là, quand vous voyez rien que notre article 75, l'article 75 de la Constitution, qui dit aujourd'hui que, enfin, on fait une retraite sans inquiétude, on donne une retraite sans inquiétude au chef de l'État, on a l'impression que le patron aujourd'hui est tellement incertain de son entourage, de ses propres frères, que bon, il dit ok, d'accord, je mets tout dans les mains des étrangers et après moi je passe derrière pour récupérer. Mais là encore, il faut s'attendre à voir si c'est toujours possible, parce que le pays demeure toujours un pays. Et aujourd'hui, le Togo est exposé stratégiquement parce que, comme mon frère le dit, et vous voyez cette dame Rekia qui elle rentre partout, elle est dans tous les palais. Dieu seul sait, à part ce qu'on nous montre sur les écrans, les alliances qu'elle fait. Dieu seul sait de quoi elle discute avec ses chefs d'État. Et on sait très bien que les relations ne sont pas parfaites entre Lomé et Dakar. Sur cette histoire de sommet Lomé-Océan, etc. Il y a eu des inimitiés. Dakar a bloqué même le problème Askai, qui était avec l'appui du Togo, etc. Mais bon, voilà que celle qui est conseillère du chef de l'État, elle est bien avec Macky Sall. Mais voilà, elle rentre au palais, dans les palais présidentiels de Dakar, elle rentre, elle sort comme. On a le vieux doyen, il n'est pas doyen, celui qui nous a appelé, et qui nous a qualifié de jeune doyen. Ouattara. Lui-même, il est jeune vieux. Alors, on voit les relations. Rekia, elle est à l'aise à Abidjan. On sait que Ouattara a plusieurs tours dans son sac. Il peut aujourd'hui vendre Fort Gnassingbé comme il peut. Non, il a plusieurs choses dans son sac. On ne sait de quoi cette dame discute. Et elle bombe le torse, elle montre que non, qu'elle a des accès, elle a des relations solides avec l'Élysée. Donc, il faut qu'à savoir qu'elle peut représenter une menace, comme elle peut représenter un atout dans une certaine mesure. Il faut que, à un moment donné, que les Togolais se décident à ramener tout ça là, à ramener tout ce qu'on a mis dans les mains des étrangers à la maison, parce que les télécoms, les banques, la sécurité, hein, tout est dans les mains des étrangers, c'est plus que dangereux pour notre pays. Merci Joël. Nous allons continuer avec la présidentielle de 2020 au Togo. Un an après, la contestation est toujours là. Agboé Kodjo se présente comme le président démocratiquement élu au Togo. Et d'ailleurs, ce soir, on annonce son adresse à la nation. Fort Gnassingbé, lui, il tient le pouvoir, son fauteuil. Et Ferdinand, un an après, quelle leçon on peut tirer de cette présidentielle-là? Non, je crois qu'il faut aborder ce sujet sans aucune passion et situer les responsabilités, dire les choses telles qu'elles sont. En 2020, personnellement, j'étais pour le boycott. On a fait plusieurs émissions, j'ai dit il ne faut pas aller à cette élection, parce que cette élection, elle était perdue d'avance. Vous ne pouvez pas aller gagner une élection dans ces conditions-là, parce que l'adversaire a mis tout à sa faveur. Et personne ne vous proclamera vainqueur. Donc, et ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce jeu-là. Il ne faut pas aller à cette élection-là.
Ceux qui ont voulu tirer sur nous ont tiré sur nous, que c'est toujours nous, les journalistes, qui veulent donner des leçons aux politiques et tout et tout. Bon, les gens ils sont allés. Côté opposition, dans un désordre assez ambiant, les gens qui savaient pertinemment qu'ils récolteraient 0,%, ont pris aussi 20 millions pour mettre... ils ont joué à la loterie. Ils ont joué à la loterie. La question de savoir où est-ce qu'ils ont trouvé les 20 millions. Non, ils ont joué à la loterie. Oui, c'est ça. Donc, ils ont joué à la loterie. Le loto n'a pas voulu déclarer voilà, ça. C'est devenu une loterie. Et donc, ceux qui savaient qu'ils ne pouvaient même pas atteindre 1% sont allés aux élections. Ceux qui savaient qu'ils allaient récolter 2% sont allés aux élections. Tout ça pour quelle gloire? Donc, les gens sont allés aux élections. Et dans le processus de résultat, il s'est fait effectivement qu'un parti politique ou un candidat avait l'avantage. C'était le candidat de la dynamique Kbojuro. Et Agbéomé s'est rapidement proclamé vainqueur et tout. Et nous, dès que ça s'est passé comme ça, on s'est rangé. Même si nous avons dit qu'on n'était pas pour les élections. À partir du moment où les gens sont allés aux élections et que le peuple a majoritairement porté sa voix sur un candidat, si vous respectez les principes démocratiques, si vous êtes quelqu'un qui respecte un certain nombre vous êtes un homme rigoureux, à moins que vous soyez de mauvaise foi, vous ne pouvez pas ne pas reconnaître que bon, c'est celui-ci qui est le gagnant et l'accompagner. Et c'est ce qu'on a fait. Et ce que nous craignions, c'est passé. À savoir que, bon, Faure Gnassingbé a été déclaré vainqueur, il a prêté serment, il est solidement assis dans le fauteuil, il a le pouvoir réel, pendant que ses opposants, particulièrement Agbéomé Kodjo, criaient à la fraude, essayaient de dénoncer, de faire tout le lobbying possible. Mais un an après, fondamentalement, le rapport de force n'a pas changé. Faure est assis. Agbéomé n'est même plus sur le territoire. Il est dehors. Il organise sa résistance à sa manière. Mais ce sont des choses que nous avons déjà vues dans ce pays. Ce n'est pas nouveau pour nous. En 1998, nous étions dans les bureaux de vote en tant que jeunes étudiants. Lorsque, au soir des élections, Jésus-Christ était donné gagnant et que on a effrayé Awanana, ou je ne sais pas quel jeu ils ont fait. Elle a pris la poudre d'escampette et le ministre de l'Intérieur, le général Memen, est venu proclamer Yadema. C'est qu'en 2,13%, parce que Yadema tenait à ce que le chiffre 13 soit dans le résultat, c'est qu'en 2,13%. Et pendant que nous on était très contents que bon, c'est fini, que le régime Yadema était fini. Donc notre joie a été de très courte durée. Et Jésus-Christ a dit quoi? Je ne me laisserai pas faire, je vais faire la guérilla politique, je vais faire ci, je vais faire ça. On a vu, 5 ans sont passés, il ne s'est rien passé. 2003, Bob Akitani, même chose, on n'a rien vu. 2003, 2 ans après, Yadema meurt. Donc on remet Bob Akitani en selle. Et cette fois-ci, toute l'opposition derrière. On était en campagne partout. Et à l'intérieur du pays, on a fait campagne. La foule était énorme, les gens étaient sortis. Même en 2005, il y a eu une brèche dans le système. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur, pour la première fois au Togo, quelqu'un a dénoncé le processus de l'Intérieur, il a démissionné. Il a dit, en fait, n'allez pas à cette élection, parce que les dés sont déjà pipés. Si vous n'allez pas aux élections, il y aura une autre situation qui va se poser au régime, qui peut-être va aller à votre avantage. Les gens ont dit non, on va aux élections. Nous sommes allés aux élections, il y a eu un massacre sans précédent. Bob Akitani a disparu. On l'a entendu qu'à la radio et il a dit votre président vous parle. La suite, nous la connaissons. 2010, voilà. Et il y a eu Jean-Pierre Favre qui est allé aux élections, qui a dit mais écoutez, on m'a volé et tout, je ne vais pas me laisser faire. Marche, 3 ans, 4 ans, il ne s'est rien passé. 2015, les mêmes personnes sont revenues pour dire moi on ne me vole pas 2 fois. Cette fois-ci là, je suis très organisé. Les choses ne vont pas se passer comme ça. Bon, le voleur étant toujours dans le pays, a encore volé. Il ne s'est rien passé. Et nous sommes arrivés à 2020.
20. Alors, il y a une réflexion à faire. Quand je décline sous ce chapelet de victoire sans pouvoir des opposants, Agbemé n'est que le énième qui s'ajoute à la liste de ceux qui ont le pouvoir virtuel. Et du Togo, cette situation s'est généralisée en Afrique. Jamping, malgré tout son carnet d'adresses, face à un Ali Bongo grabataire qui peine à marcher, Jamping lui-même, il est inaudible aujourd'hui. Il a été étouffé. Kamto, excusez-moi, Kamto, Maurice Kamto, où ça, au Cameroun, il est là. Tout le monde sait que Biya n'a pas gagné cette élection, mais aujourd'hui mieux, il est reclus chez lui, il est en résidence surveillée. Alors quand vous prenez tout ça, bon, il y a le Peul là, c'est le Dalai Diallo qui s'ajoute à la liste. Alors quand vous prenez tout ça et que vous analysez à tête reposée, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Et donc, moi je dis, un an après ces présidentielles-là, il y a un débat qu'il faut instaurer. Il y a un débat qu'il faut mettre au centre. Il y a un vrai débat qu'il faut mettre au centre. Et moi, je me réjouis que j'avais appelé à ce boycott-là et j'avais dit qu'il fallait boycotter. Parce qu'il ne sert à rien d'aller à des élections de ce genre pour légitimer quelqu'un. Pour légitimer un pouvoir. Les gens vous diront, oui, si on n'y va pas, on va faire quoi? Ou soit, vous êtes cohérent avec vous-même. Vous dites que c'est une dictature. Et vous cherchez les moyens pour neutraliser la dictature. Ou vous dites que ce n'est pas une dictature. Et vous continuez par aller aux élections. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc aujourd'hui, Faure est confortablement assis dans le fauteuil. Surtout qu'il a réussi à mettre tous ceux qui peuvent l'inquiéter dehors. Il n'y a plus personne aujourd'hui à l'intérieur du pays qui constitue une menace pour lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Je parle de la classe politique en général. Agbemé est dehors, Tipi Achadam est dehors, François Boko a voulu rentrer, il n'a pas pu rentrer. Bon, qui est là? Les autres opposants sont dans les mairies, ils sont tranquilles, ils gèrent la part du pouvoir. Ouais, ils gèrent la part du pouvoir qu'on leur a octroyée. C'est-à-dire que, si je peux schématiser, il y a la grande table ici qui est dressée, et il y a la petite table qu'on a dressée pour quelques opposants. Et les gens, à force d'être dans les mairies, de dépendre maintenant de Boukwesi, puisque c'est Boukwesi qui est devenu leur major de classe, tout ce qu'ils doivent faire, c'est Boukwesi. C'est Boukwesi qui dit, n'allez pas à gauche, allez à droite, vous n'avez pas le droit de prendre cette loi. Donc, une fois qu'ils sont sous les ordres de Boukwesi, ils ont perdu, et ça c'est naturel, ils ont perdu leur force de critique et de frappe du régime. Parce que le régime le tient. Donc, soit vous combattez une dictature, vous vous donnez les moyens de combattre la dictature, ou vous décidez, vous savez très bien que c'est une dictature, vous décidez de ne plus la combattre, d'aller composer pour avoir votre part aussi. Et donc, ce que moi je pense aujourd'hui, c'est que les lignes n'ont pas bougé. Tout ce que les gens font aujourd'hui au niveau de la DMK, ils font ce qu'ils peuvent faire, selon les moyens qu'ils ont. Mais ça n'a aucun impact sur Fagne Assingbe. Tout comme tout ce que, comment l'appelle-t-on, Jamping a fait, n'a pas eu d'impact sur le grabataire Ali Bongo, qui continue de faire des discours tout tremblotants, mais il tient le pouvoir. Vous voyez, donc moi je suis désolé, il y a un débat à faire. Mais est-ce que les gens sont prêts à mener ce débat-là? Peut-être que c'est l'autre phase du débat qu'on va faire maintenant. Oui, merci beaucoup Ferdinand. Ferdinand l'a dit tout à l'heure qu'il y a un vainqueur à l'issue de cette élection à Agbemé Kondio, mais un candidat, il est allé à cette élection, il est opposant, qui a déclaré que personne n'a gagné cette élection. Joël. Oui, mais il va de soi qu'au lendemain du 22 février, c'est Agbemé qui a gagné les élections, parce que bon, le régime sait très bien qu'il ne va pas gagner. Et parce que comme nous le disions, à défaut même d'Agbemé, même si on avait pris, donnez-moi le nom de quelqu'un par hasard. Non, je vois le moi-même là. On va gagner. On va gagner. Ouais, justement, on va gagner contre le pouvoir. Déjà qu'on a une onction majeure, c'est celle de la dynamique Podjoro, enfin de Monseigneur Podjoro. Et donc moi au-delà du débat, je crois qu'il faut mener plutôt une réflexion au niveau de ces leaders-là pour voir, parce que nous sommes toujours dans le schéma colonial où la France a un préfet, un gouverneur qui est là, qui lui propose ce que le colon demande, et bon, le colon dit je ferme les yeux, je vous laisse faire. Parce que quand vous voyez dans le cas, à défaut, exception faite à la RDC où
Tshisekedi et Kabila ont fait un deal panafricain, c'est-à-dire que dans l'intérêt du Congo, au Cameroun, en Guinée, au Gabon. Oui, mais c'est avec la caution de la France. Et quand on dit de la caution de la France, c'est la caution de l'armée. Ouais. Et vous savez que toutes les armées dans ces pays sont contrôlées par des gradés français. Ouais. C'est-à-dire c'est eux qui sont les conseillers militaires. Ils connaissent jusque dans le détail les pédigris de tous les officiers, les hommes de chef, les chefs de bataillon, etc., les chefs corps, etc. Donc, il faudra aujourd'hui mener une réflexion pour voir comment faire le contrepoids. Parce que le pouvoir, c'est un rapport de force. Ouais. Le pouvoir, c'est un rapport. On a compris aujourd'hui que ce n'est pas les élections qui vont faire dégager ces préfets-là du fauteuil. Ouais. Il faudra aujourd'hui les combattre d'une autre façon. Et en cela, je dirais que la dynamique Podro aurait été plus appliquée. Parce que c'est aussi ça le défaut de ce groupe-là. Parce que moi, j'ai toujours été constant sur les hommes qui composent, qui entourent Agbéomé. C'est-à-dire qu'ils sont sujets à polémique. Est-ce qu'ils sont appliqués dans ce qu'ils font? Est-ce que c'est des gens qu'on a connus, sérieux, constants, cohérents dans ce qu'ils font? Ils ont des convictions? Aucunement. Et donc, Agbéomé s'est mal entouré pendant qu'il avait quand même développé une bonne stratégie, c'est-à-dire qu'il s'est dit, mais je peux retourner cette élection-là contre eux-mêmes, mais seulement qu'il a trop bavardé. Quand tu dis partout que si vous allez voter à 7h, à midi, je peux vous donner les résultats. Pour un ancien ministre de l'Intérieur, mais le régime ne prend pas ça pour une blague. C'est-à-dire que c'est des pistes que tu leur as données et qui a fait qu'on l'a smaqué le 19 février, en mettant hors d'état de nuire ceux-là qui étaient venus pour lui assurer. Parce que le bras de fer autour du pouvoir, elle est d'abord militaire. Quand tu ne contrôles pas l'armée, tu contrôles au moins la diplomatie. Et il avait un peu la diplomatie à son acquis, à son avantage. Mais quand ça a fait flop le 19 février, il pouvait s'adosser sur qui? Au lieu de se taire, il va plus loin, il dit non, que Amérique 14, etc. Mais quand tu donnes, c'est-à-dire que les moindres armes que tu as, et ça a toujours été le problème de la lutte démocratique au Togo, les gens bavardent trop. On bavarde trop. On fait toujours de mauvaises alliances. Hein, on fait des pactes avec ceux qui font, comme je le disais, le Ouba là. La politique, vous voyez, le pouvoir en face, à l'OME 2, les gens travaillent nuit et jour. Ils travaillent nuit, ils vont de réunion sur réunion. Ils contrôlent tout. Mais pendant qu'au niveau de notre opposition, même si c'est Ferdinand qui annonçait que déjà en 2017, il ne fallait pas accepter la médiation de Condé et de Ouattara. Personne n'a pris ça au sérieux. Mais on l'a soutenu, cela. Personne n'a pris ça au sérieux. Quand on est allé à le communiqué du 20 novembre de Conakry, où les Bawara et la ricanait, l'opposition, il y a un manque d'application. Ça a été le même problème avec Jean-Pierre, même. Il affrontait Ali à la surface, mais au fond, qu'est-ce qu'il avait comme appui? Qu'est-ce qu'il a comme contrepoids? Aujourd'hui, je dis qu'Agbéomé a réussi quand même à inscrire le débat sur le cas Togo au Parlement français. Et ce n'est pas rien. Mais le curseur est à un niveau très bas. Il faut aujourd'hui augmenter le curseur. Il faut faire pousser le curseur. Il faut que le député Sébastien soit soutenu par d'autres députés, ou qu'on fasse vraiment pression au niveau du Quai d'Orsay pour que, à côté des patrouilles des milliards qu'on négocie avec le Togo, on dise au-delà de ça, on peut faire d'autres choses. Il peut y avoir d'autres personnes sur le fauteuil, mais que la France peut toujours avoir, son intérêt, même si ce n'est pas le fils d'Ayadema qui est sur le fauteuil. Et ça, c'était à Gbouibo, je m'incline devant sa mémoire, avait dit en 2005 seulement que, bon, c'est un monsieur aussi qui, de son vivant, il dit quelque chose et il fait, la main droite fait autre chose, et la main gauche, la main droite fait quelque chose, la main gauche fait le contraire. Mais quand je me rappelle quand Gbouibo disait qu'il faut que la France sache qu'il n'y a pas que les Niassimé qui vont garantir ses intérêts. Il faut aujourd'hui qu'on sache quelle offre faire. Parce que nous sommes dans un combat de peau de fer, de peau de terre. Il faut être réaliste. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va se débarrasser de la France. Quand vous voyez l'ambassadrice, Mme Jocelyne Caballero, qui fait le tour des mairies, où dit on va vous appuyer ceci, on va vous appuyer en ceci, on va faire. Parce que la France sait très bien que les enjeux sont géopolitiques et il y a plusieurs puissances qui s'intéressent aujourd'hui à l'Afrique est le continent de l'avenir. Alors, s'il faut contrôler, les Allemands sont déjà à la base. Ils sont sur le terrain, ils sont dans les hameaux là,
Les Allemands savent là où ils veulent, là où ils vont. La France ne veut pas se faire distancer. Donc eux, ils prennent déjà les communes. On leur fait des yeux doux, on va vous faire ceci, on va faire cela, juste pour entretenir comment je dois l'appeler, c'est-à-dire que le contrôle psychologique des citoyens, entretenir l'image de la France, maintenir l'image de la France, la présence de la France dans nos contrées. Donc aujourd'hui, il faut savoir que la France, qu'on ne le veuille pas, elle est un partenaire incontournable, c'est le diable. Il faut faire le pacte avec le diable, mais il faut savoir maintenant qu'est-ce qu'il faut poser au diable pour qu'il change de partenaire, pour qu'il change de préfet qui nous gouverne aujourd'hui. Et ça, il faut passer par la question de l'armée et sur la bataille diplomatique également. Merci beaucoup, Joël. Oui, Ferdinand. Alors, moi, je pense que Joël l'a dit tout de suite, la politique, c'est un rapport de force. C'est vrai que la situation de la crise sanitaire a été un alibi pour le régime pour interdire des manifestations, tout ce qui peut contrarier le régime. Mais pour autant, on ne se plie pas au loin de l'adversaire. De la dictature. Oui, de la dictature surtout. Depuis 1 an. Et nous avons le cas aujourd'hui en Birmanie. Exactement. En Birmanie où les militaires font la loi, mais les populations sont déçues. Depuis 1 an, les gens de la dynamique Podjoro n'ont rien fait sur le terrain. La seule chose qu'ils ont tenté de faire, ils ont eu des infiltrés, on a ramassé les Adjamagbo et leurs amis comme des poussins, parce qu'ils étaient infiltrés, vous voyez. Et donc, ça revient à la question de Joël qui dit les gens ne sont pas appliqués, vous voyez. Donc, tant qu'il n'y aura pas de rapport de force, tout ce que les gens font, parce que c'est de l'intérieur que ça se joue, tant que vous n'aurez pas créé un rapport de force à l'intérieur du pays, pour vous faire entendre suffisamment, tout ce que vous faites au Parlement français, sur les réseaux sociaux, c'est quelques voix qui crient dans le désert. Voilà. C'est quelques voix qui crient dans le désert. Je ne sais pas si vous voyez, ce député français, soutenu par la TMK, il est bien seul aujourd'hui. Il est bien seul. Et il crie dans le désert. Trop seul. Mais si au pays, il se passe quoi? Lui, là, député français, il a quel intérêt à venir prendre le combat des Togolais pour faire le sien? Mais il est en train de crier, mais les Togolais eux-mêmes, ils font quoi? Ils sont dans les bars. Depuis 1 an, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Les gens de la dynamique et leurs adversaires de l'opposition passent tout le temps à se tirer dessus comme des lapins. Dans les forums WhatsApp, sur les réseaux sociaux, je décrivais à quelqu'un toute cette histoire-là, cette bouillabaisse-là, en disant, on voit les pays où il y a les extrémistes là, Iran, Pakistan, tout ça, il y a les idéologues, c'est eux les mollahs, c'est eux qui ont les turbans, enturbanés, tout ça avec les barbes. Voilà. Il y a les mollahs, il y a les ayatollahs, qui sont les idéologues. Quand eux conçoivent les choses, ils ont les tireurs francs. Eux, c'est les moudjahidines et les talibans. C'est-à-dire, vous les retrouvez au Pakistan, en Afghanistan, tout ça. Et c'est eux qui sont les tireurs francs. Et c'est eux aujourd'hui, les moudjahidines et les talibans qui s'affrontent sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que... Dans le cas de la dynamique... Et les autres, c'est les moudjahidines. Dès que quelqu'un sort une idée qui n'est pas en faveur de l'autre, on le dégomme tout de suite. S'il faut même rappeler son passé, qui il est, son père a été ceci, c'est ce débat, je ne sais pas comment, inutile, auquel les gens se livrent depuis 1 an sur les réseaux sociaux. C'est des querelles de cours communes. Voilà, pour démontrer que celui-ci est vrai, l'autre est faux. Pour démontrer que nous on l'a fait si vous ne l'avez jamais fait. Pendant ce temps, fort et tranquille. Fort ne pense pas à 2025. Pour lui, c'est déjà acquis. Il pense comment il va sauter le verrou de 2030. Vous allez voir ce qui va se passer. Parce que ceux qui font la politique au Togo ne sont jamais dans l'anticipation. Ils ne pensent pas à 2020, 2025. Pour lui, c'est déjà acquis. Puisqu'il a mis tout le monde dehors. Il a fait des lois à sa guise. Regardez, en 15 ans de pouvoir, Fort a éliminé 2 générations de classes politiques. Il a éliminé par la ruse les Ninevi, les Jikis Olympio, les Demkoto, les Agbouibo et les Arriva Zarifou. Il a éliminé tous ces gens-là. Avec la ruse. Il est venu, il a dit à certains, non, on va changer le pays, venez composer avec moi, on va gérer les choses. Il les a éliminés tous. Plus personne ne parle de ces gens aujourd'hui. Certains sont morts, d'autres sont grabataires aujourd'hui. Et comme ces gens ont géré les partis politiques comme des entreprises privées, il n'y a pas eu de renouvellement, ni des hommes, ni des idées. Le seul renouvellement qu'il y a eu, ce sont leurs lieutenants qui ont pris la relève et qui pensent exactement comme leur leader.
Donc vous avez la génération qui a suivi, qui est la génération des Achadam qui ont fait le PDR, des Jean-Pierre Fabre qui ont fait l'UFC, des Apevon qui ont fait le CAR, et de je ne sais encore qui, tu peux me rappeler s'il y en a encore certains, qui eux aussi sont en train d'être mis aujourd'hui à la touche pas fort. Sinon ils sont déjà à la touche. Puisqu'il les a affaiblis tous aujourd'hui en fait. Donc en face de lui, pour le moment, il n'y a rien. Peut-être que demain, quelqu'un va surgir parce que les peuples ont toujours la capacité de secréter un leader. Mais pour le moment, il n'y a rien en face de lui. Et donc, il se dit qu'il a un boulevard tout tracé devant lui. Ce qu'il peut maintenir dehors, il les a maintenus dehors. Pendant qu'il fragilise l'opposition ou bien qu'il met sous éteignant les leaders, la menace de l'intérieur, il la contrôle aussi. C'est-à-dire, ceux qui ont de l'ambition dans son propre camp, que ce soit des militaires ou des civils, il arrive aussi à le neutraliser. Voilà pourquoi j'ai dit, quand vous avez affaire à un adversaire de cette taille-là, de ce genre, qui a mis un système aussi, je ne sais pas, aussi huilé sur place, il faut prendre le temps de réfléchir pour voir comment on combat le système. Le système aujourd'hui, ce n'est pas un système politique, c'est une mafia. Je le dis toujours que vous ne pouvez pas combattre avec les méthodes politiques une mafia. Aujourd'hui, le système a des ramifications partout. Des ramifications même sur le plan familial, jusque dans l'opposition, des ramifications dans les loges, des ramifications, je ne sais pas, dans les affaires. Les gens se retrouvent entre eux le soir, ils sirotent le champagne et ils regardent le peuple de loin. Et les Togolais pensent qu'ils ont des leaders. Donc c'est une mafia où chacun gère une portion du territoire au profit du grand chef. Donc vous voyez, donc vous ne pouvez pas dire que vous voulez combattre un système comme ça avec la naïveté en disant oui, les slogans, et les pas sous quoi, et bon là, les mythos de dire quoi, et mais eux, ils ont une autre logique du pouvoir, c'est la logique de la force. Qu'est-ce qui s'est passé avec Agoué, avec les jeunes? On a tiré dans le tas, lorsque le petit mécanicien a pris une balle, les autres oui, ils sont dispersés. C'est la logique du pouvoir. On tire dans le tas parce que vous n'avez pas d'autre force que la masse. Quand on tire dans la masse, quand un tombe, les autres s'éparpillent. Et c'est fini. Demain, vous appelez les gens, le nombre qui sortira sera moins que le nombre qui était sorti la veille. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, quand vous ne faites pas une réflexion, comme Joël l'a dit, à tête reposée, pour analyser le pouvoir, pour comprendre le mécanisme par lequel le pouvoir tient, comment ils arrivent à tenir, le régime arrive à tenir, mais vous allez toujours aller à des victoires comme ça, à des élections comme ça, sans aucune victoire. Vous n'avez jamais la réalité du pouvoir. Moi, personnellement, je pense que les élections au Togo, il faut mettre une croix là-dessus. Si quelqu'un vient nous dire que moi je suis candidat, et moi je serai mieux que l'autre, votez seulement pour moi, vous allez voir, il faut oublier cette personne-là, c'est un menteur. Il faut créer un mécanisme qui va réinstaurer le rapport de force, de manière à imposer au pouvoir la marche à suivre. Sinon, vous ferez 1000 élections au Togo. Dans les conditions actuelles, 1000 fois, le régime sera déclaré vainqueur. Et vous serez dehors pour crier comme à voler, mais attendez, on verra, je prendrai bientôt le pouvoir. C'est ça le langage auquel nous assistons. Donc moi, je pense qu'il y a toute une réflexion à faire autour de cette affaire-là. Moi, je dis, nous avons la chance que les leaders qui ont incarné la lutte depuis des années n'ont pas réellement travaillé pour le renouvellement des compétences dans leur propre parti. Certains sont bons avec les partis politiques aujourd'hui. Il faut avoir le courage de le dire. Par égoïsme, je dis que aujourd'hui, son parti est totalement à terre. À Boïbo, il n'y a plus de parti. Et d'un côté, parti, l'UTD a volé en éclat. Le PDA n'existe plus. Les partis qui sont sortis de ces partis sont aussi affaiblis aujourd'hui. Il faut mener une nouvelle réflexion pour sécréter de nouvelles personnes autour de nouvelles idées. C'est ça l'important. Si ces partis avaient permis que le jeu soit démocratique à l'intérieur d'eux-mêmes, de nouvelles têtes seraient sorties avec de nouvelles idées. Ils ne l'ont pas fait. Donc, il faut une réflexion d'ensemble pour voir où est-ce qu'on va. Mais, si vous restez là, dit non, on écoute ça depuis 90. Je vous dis que l'objectif de Faure Gnassingbé, ce n'est pas 2025. Pour lui, c'est déjà acquis. C'est 2030. Comment il va sauter le verrou de la constitution de 2030? Parce qu'il sait que dans 5 ans, toute la classe politique qu'on voit là, ceux qui sont dans les mairies, ceux qui gèrent les petites portions de pouvoir, qui sont déjà fatigués, ils auront tout ça à la touche. Et vous avez remarqué que tous les jours on crée les partis politiques au Togo, comment on crée les associations de quartier là? Bien sûr. Même ceux qui créent les associations, ils vont au ministère de l'administration territoriale. On ne leur donne pas le récépissé, même pas de numéro d'enregistrement. Vous avez vu l'histoire du syndicat là. Mais les partis politiques,
On enquête tous les jours, comme des petits pains. Tout ça, c'est dans la perspective de brouiller le jeu et de garder le pouvoir. Alors, au lieu de rentrer dans une réflexion profonde et voir quelle est la parade qu'on trouvera pour le régime, on est sur les réseaux sociaux à suivre Moudjahidine contre Taliban. C'est-à-dire que c'est le match des barbus. C'est-à-dire que quand je dis barbu, je vais vous dire en fait que ce n'est pas le barbu qui m'intéresse. Comment les gens ont été conditionnés pour supporter aveuglément les leaders, au lieu de faire un débat dépassionné. Vous voyez, pour tu vois réussir quelque chose, même si les gens lui en veulent, c'est d'avoir cassé le mythe du leader. Effectivement. En disant, pendant longtemps vous avez fait la lutte, vous ne croyez qu'aux paroles des leaders, mais vos leaders là, voilà ce qu'ils sont. Beaucoup n'ont pas aimé, mais c'est quelque chose de plus pour la lutte. Mais il faut que les nouveaux Moudjahidines qui sont nés et les nouveaux talibans qui sont nés en 2011 là, ou 2020, arrêtent de faire les combats sur les réseaux sociaux et de poser le vrai débat. Aujourd'hui, le vrai débat, c'est comment on mobilise les gens sur le terrain. Tant qu'il n'y a pas un rapport de force crédible sur le terrain, tant que les gens ne vont pas se décider à briser les dispositifs arbitraires qu'on a instaurés en disant coronavirus, personne ne peut manifester, personne ne peut rien faire. Pour retourner à l'assaut du pouvoir, il faut être tranquillement dans son fauteuil. Et les gages qu'il donne à la France dans la lutte contre le terrorisme, peut-être on en parlera tout à l'heure, fera que les Français vont dire, bon écoutez, vous avez vu Macron a migré en quelques années, il est venu tout jeune, clinquant, il a fait le discours de Ouaga, mais depuis, il aligne les dictateurs qu'il reçoit. J'ai appris qu'il va recevoir Sassou Nguesso dans quelques jours. Il va recevoir. Raison pour laquelle on a été à voilà. Il va recevoir Ali Bongo. Il va recevoir Ali Bongo. Je ne sais pas comment Ali Bongo va marcher sur le perron de l'Élysée, mais il va le recevoir. Peut-être qu'il sera à la chaise roulante. Donc il est décidé à recevoir tous ces gens-là. Parce qu'il y a l'élection en France qui compte. Et tous ceux qui ont lu la République des Mallettes, la France-Afrique, tout ça, vous savez comment les fonds parviennent aux politiques français quand les élections s'approchent. Donc les gens doivent réfléchir à trouver d'autres chemins que de brasser du vent et de vendre des illusions au peuple. Le peuple togolais s'est suffisamment donné. La faute n'est pas au peuple togolais. Moi, je le dis toujours. Ce peuple s'est énormément donné. Mais on n'a pas eu des leaders à la hauteur des enjeux pour que nous puissions vraiment faire basculer le pays dans l'alternance. Maintenant, il faut réfléchir à autre chose que de continuer par faire les combats et sans fin, et qui ne donneront à la fin rien. Donc, au sein de la DMK, que dans les autres partis politiques, il faut une réflexion. Il faut sortir de cette guerre qu'on se mène depuis des années pour dire, moi j'ai gagné, toi tu ne veux pas reconnaître ma victoire, et toi tu n'as pas voulu reconnaître ma victoire, l'église n'a pas voulu faire ci, celui-ci n'a pas voulu faire ça. Ça c'est déjà connu, c'est un constat. Il faudrait déjà dans le fauteuil. Qu'est-ce que vous faites pour vous réorganiser, pour retourner et le déranger dans son fauteuil? C'est ce qu'il faut faire en fait. Merci beaucoup, Ferdinand. Il faut mener des réflexions, revenir sur la scène politique, occuper le terrain, etc. Mais avec qui composer maintenant? Puisque ces leaders-là, ils se méfient l'un de l'autre aujourd'hui. Oui, mais avec qui composer, c'est plus que inconditionnel. C'est-à-dire que c'est la question, c'est le soubassement même ça. Est-ce qu'il faut composer avec des gens qui sont dans la passion ou bien des gens qui sont dans la vision? C'est cela. Parce que le pape Jean-Paul II l'a dit. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui n'a pas de vision. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui n'a pas de vision. Donc, quand on parle de vision, ça veut dire que les gens font tabula rasa de leur intérêt immédiat, de les calculs d'âge. Je suis déjà à 60 ans, bon, il faut que je tire mon marron du feu. La réflexion doit embrasser tout cela. Avec qui il faut composer? Qui ont des convictions? Qui sont cohérents dans leur raisonnement? Il faut mettre sur la touche les passionnés. Et est-ce qu'il faut aujourd'hui composer avec ces leaders, enfin le reliquat de ces leaders, de ces généraux de l'opposition qu'on a aujourd'hui? Parce que le constat, un peu comme Ferdinand avait dit tantôt, le constat aujourd'hui est que le reliquat de ces généraux-là, enfin leurs successeurs, sont sclérosés. Vous prenez aujourd'hui le FDR. Le FDR n'a pas de position claire aujourd'hui sur le débat. Non. Ça y est, tantôt, c'est je veux, je ne veux pas. Alors, méthode Agboïbo, c'est-à-dire que. Moi-même, que le méthode Agboïbo, je ne sais pas aujourd'hui quelle est la position claire du. C'est le clair-obscur. C'est le clair-obscur de FDR aujourd'hui. Ils avaient hier, au sorti des locales, émis, c'est-à-dire les Togolais ont voulu croire un peu en eux, vu ce qu'ils ont obtenu au local, là, mais depuis qu'ils sont rentrés dans les mairies, on ne les reconnaît plus. L'ANC, le reliquat de l'ANC, les 4%,
UNIR s'est arrangé pour lui arracher en sortant le fameux projet de plan directeur du littoral, dans le reliquat. Parce qu'aujourd'hui, ils se sont rendus compte que les fiancés les annonces avec à la RDC ne doivent plus les porter, parce que même à Nicolas, les femmes n'est pas si acceptées. Donc, ils sont en train de relooker. Mais le problème, quand tu vois dans leur relooking, il y a des failles, il y a des brèches que les gens peuvent, enfin, ceux-là qui doivent faire cette réflexion-là, doivent saisir. Il y a des brèches. Parce que qui sont ceux qui sont à la tête de ces partis-là? Ils n'ont aucune carrure. C'est des gens qui étaient hier dans les accords de UNIR. Parce que quand vous voyez le cas Tama, par exemple, qu'ils ont mis en selle, qui a tenté d'emballer un peu l'alliance qu'ils ont mis en place avec le PDP et le CDP hier, que Tchamaboua, vite vu, elle est sortie de cette alliance. Mais ils n'ont plus de réserve comme un certain Tama qui était un peu, que les gens ont tenté d'accepter un peu avant de se rendre compte que, mais attends, c'est un Judas qu'on leur a envoyé. Ils n'ont plus personne. Ça veut dire qu'il y a une brèche là que l'opposition peut saisir. Mais sur la question de au-delà du deuxième mandat, moi je voudrais dire à Fenga que Ford a déjà sa solution. Quand tu vois l'article 50 de la Constitution, il dit que mais on ne peut réformer cette Constitution que par soit voie parlementaire ou bien par référendum. Par référendum, est-ce qu'il y a un baromètre qui valide le référendum? Non. Ouattara dit aux gens que même 10%, le référendum ça passe. Ça veut dire qu'il a sa solution. Ouais. Il va sauter le verrou. Non, il va sauter le verrou. Et pendant ce temps, il compte mettre en place le Sénat où on dit que les 2 tiers des élus, quand ils auront. Parce qu'actuellement, on le sait à l'apéritif dans les communes. Ouais. Après, on va les nommer tous au Sénat avec des conditions bien juteuses. Et puis, bon, eux, on a fini avec eux. Ouais. Donc, il a son boulevard. Ouais. Ça veut dire qu'il fait déjà le deuxième mandat. Parce que quand tu vois même, actuellement, le mandat du Parlement actuel finit en 2024. Exactement. Ça, on va encore faire créer une crise, jouer sur ça pour que peut-être on aura des élections généraux en 2025. On aura des élections générales en 2025 où on va nommer encore d'autres députés avec ces nouveaux partis-là qu'on est en train de créer qui vont aller auprès des populations pour dire non, on va faire la politique autrement, etc. Et il a son parlement à lui qui va se réunir et dire non, on va modifier la Constitution. Et il sait que ça passe quoi. Donc il a déjà sa formule en tête. Et donc pendant que lui, il est sur la projection 2025, 2030 et au-delà, mais il faut que la réflexion se mène actuellement. Et quand nous parlons de réflexion, mais ça veut dire qu'il faut vraiment s'appliquer. Ça veut dire qu'il faut réfléchir renseignement. Parce que l'information, c'est le pouvoir. Il faut savoir quels sont les tentacules du pouvoir. Jusque dans quel milieu. Aujourd'hui, le pouvoir s'est toujours adossé sur l'armée. Il faut savoir très bien qu'il ne peut plus compter avec cette armée-là. Enfin, du moins dans le schéma Katanga. Donc, aujourd'hui, il est en train de relooker. Il a amené. Et sa soeur, Dame a dit qui est aujourd'hui la dame de fer, en lieu place de l'ex-dame de fer qu'on connaît. Et il a amené sa soeur qui a dit que renouvelle les vis, les boulons, etc. pour remettre l'armée à son goût. Mais déjà, ça veut dire que ça aussi, c'est un des résultats du 22 février de 2020. On a réussi quand même à casser, à lézarder l'armée. Si ceux qui doivent faire des réflexions, il faut savoir que le pouvoir, c'est l'armée, c'est la diplomatie et c'est les renseignements. Donc il faut s'asseoir pour ne pas être dans le passionnel, dire dans 6 mois vous aurez des résultats, dans 1 an vous aurez des résultats, mais faire quelque chose à long terme et de façon rigoureuse, appliquée et sérieuse et savoir avec qui on va, pas les passionnés. Je vais faire une dernière observation avant qu'on quitte ce sujet. Et le pouvoir a reçu un coup par les élections municipales, un coup qui a énormément affaibli l'opposition, que les gens n'ont pas remarqué. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui, la plupart des leaders, en tout cas ceux qui ont réussi à obtenir quelque chose, sont dans les mairies. Ils ne s'occupent plus du fauteuil présidentiel. Ils ne mobilisent personne. On sert actuellement l'apéritif. Exactement, c'est le mot. Quand ils se lèvent tous les matins, ils vont au bureau. Le plan d'entrée. Quand ils se lèvent au matin, ils vont dans les mairies. Et même dans les mairies, on ne les permet pas de bien travailler. Les gens ont déjà fait 1 an, mais chercher leur bilan. C'est on fait 1 an pour trouver leur simple marque, pour voir comment ils vont faire. Mais ils n'ont pratiquement rien. Mais ils nourrissent l'espoir. Puis ils sont déjà dans les mairies qu'ils vont faire quelque chose dans les 4 ans les 6 ans qui arrivent. Vous voyez. Et donc,
ils ont réussi à caser certains leaders qui sont dans les mairies, qui ont un salaire, qui ont des avantages, qui ont des privilèges. Maintenant, ils vont leur servir les élections régionales. Donc, le constat étant que dans nos partis politiques, beaucoup de jeunes et beaucoup de vieux, beaucoup de personnes sont à la retraite, d'autres n'ont jamais travaillé, il y a les jeunes qui sont là, on a réussi à caser certains dans les mairies. L'objectif de certains partis politiques aujourd'hui, c'est de caser le reste dans le Sénat, dans les élections régionales. C'est pour ça que les gens sont si doux avec le pouvoir. Quand Boukessi les appelle, ils sont tous présents. Parce que, c'est pour ça que les gens vous disent, mais nous ne voulons pas boycotter les élections. Parce qu'ils ont un personnel qui est désœuvré, qui veut le caser dans cette disposition-là. Vous voyez. Et il y a des gens qui n'ont jamais travaillé. C'est leur première fonction, c'est conseil municipal dans leur vie. Vous voyez. Et donc, le pouvoir est en train de les attirer petit à petit. Et vous savez que de l'autre côté, c'est-à-dire que Fogna Simbe, quel intérêt il a mis à mettre le Sénat? Il a aussi des vieux barons qui sont sur son dos. Oh, bien sûr. Qui sont là à réclamer un peu d'argent pour manger, tout ça là. Oui, donc, il les envoie à la CENI, au Sénat. On va leur dire 500 000 comme indemnité de fin de mois. Ils ont quelques carburants. Et ils vont passer leur dernier jour tranquillement. Et ils ne vont pas l'embêter d'en unir. Parce que quelqu'un tient quelque chose, vous voyez. Et l'opposition aussi va réussir à caser ces petits éléments chômeurs et certains retraités qui sont avec lui, qui pèsent sur les partis politiques. Vous voyez. Et donc, quand vous prenez ce schéma-là, il n'y a plus de lutte pour cette classe politique-là. Il n'y a plus de lutte. Si quelqu'un vient vous dire, moi je vais rentrer dedans pour apprendre et changer le pouvoir de l'intérieur, il vous raconte des histoires. On a signé des accords avec Jésus-Christ, ils sont rentrés dedans, ils n'ont rien changé, c'est eux qui ont été dégonflés. Les Ninéviens sont rentrés dedans, ils n'ont rien changé, c'est eux qui ont été dégonflés. Alors, moi je reviens à une première partie de la réflexion que Joël a lancée par rapport à la RDC. Le problème togolais, ne l'oublions pas, il est très complexe. Parfois, on aborde le problème togolais avec beaucoup de légèreté. Nous avons dans ce pays une bombe à retardement. Si on ne crève pas l'abcès togolais, avec du tact, le pays va rentrer dans une situation somalienne où on ne va jamais s'en sortir. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, c'est pour ça que quand nous parlons de réflexion, ceux qui sont devant la lutte, les leaders qui restent, il faut sortir des schémas habituels pour voir comment est-ce qu'on peut peser sur les événements pour obliger, par exemple, un certain nombre de puissances à dire à Fogna Simbe, il est temps de partir. Et trouver une solution. Peut-être à la RDC ou dans un autre pays. Parce que le problème de ce pays, il y a le paramètre militaire. Mais il y a le paramètre aussi ethnique. Il y a d'autres paramètres qui vont peser dans le débat. Donc, les gens qui vont porter demain ce pays doivent être capables de réunir le pays pour que le pays ne se casse pas. Si nous passons 50 ans, 60 ans à lutter pour la démocratie et qu'au bout du compte, l'alternance débouche sur le désordre, on aura perdu doublement. Il faut faire en sorte qu'on puisse basculer de ce régime vers un système qui nous permet de maintenir l'équilibre du pays, de maintenir, l'unité du pays et d'aller doucement vers un système démocratique apaisé, maîtrisé. Sinon, on va pas s'en sortir. Donc, les leaders de l'opposition ou ceux qui en restent peuvent déjà réfléchir à des pistes pour voir comment est-ce que, je vais parler de la diplomatie, comment est-ce que nous pouvons aller parler aux gens en disant aux gens qui continuent de soutenir ce régime, vous faites une erreur de continuer pas à soutenir ce régime parce que ce régime sera une menace pour toute la sous-région. Alors vous avez intérêt à ce qu'on trouve une solution entre celui qui tient le régime aujourd'hui et ceux qui veulent demain changer le régime. En RDC, il y avait plusieurs candidats. Il y avait Fayoulou, il y avait Katoumi, il y avait Tshisekedi, il y avait bien d'autres, il y avait Bemba. Mais à un moment donné, le choix a été porté sur quelqu'un et Kabila a fait le jeu, même si aujourd'hui Tshisekedi essaye de reprendre carrément la main, c'est ça le pouvoir aussi, mais une chose est certaine, ils ont basculé vers un autre régime. Donc il faut mener cette réflexion ici. Nous ne faisons que des analyses de journalistes, hein. Les gens peuvent aimer ou ne pas aimer, mais nous faisons des analyses au regard des éléments que nous avons et au regard des éléments d'appréciation que nous avons. Je viens de vous faire l'histoire des élections. Depuis 98 ou bien 93, jusqu'à ce jour, les gens ont gagné, ils n'ont jamais pris le pouvoir. La liste est longue. La liste de ceux qui ont gagné n'ont jamais pris le pouvoir au Togo est longue. La dernière personne à s'ajouter à la liste, c'est Gbomé. Si on ne fait pas attention en 2025, un autre viendra s'ajouter encore à la liste
des vainqueurs sans pouvoir. Et on ira en 2030. Donc il faut, je ne pense pas qu'il peut y avoir un problème politique sans solution. Il faut que les hommes politiques puissent réfléchir, porter un projet, aller discuter de ceux qui ont le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir au Togo, Faure Gnassingbé est le tenant apparent du pouvoir. Ouais. C'est le détenteur apparent du pouvoir. Faure Gnassingbé, c'est le détenteur apparent du pouvoir. Le pouvoir est quelque part. Il faut savoir où est-ce que le pouvoir là se trouve et aller discuter pour trouver les règles afin que le pouvoir change de main au Togo. Moi, c'est ce que je peux dire. Sinon, on restera là à crier qu'on a gagné, on va chercher le pouvoir, on ne le trouvera jamais. Et c'est ça vraiment qui sera dommage pour notre peuple, parce que ce peuple a tellement donné qu'il ne mérite pas ce qui lui arrive aujourd'hui. Merci messieurs, soufflez un peu, on va obtenir une pause et nous revenons après.